Bienvenue dans l'Almanach, le podcast de Bretagne Culture Diversité, dans lequel des historiennes et des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région, au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. À la page du jour, le printemps 1666. Le lieu, la lande du Féandic ou Fawédic, en face de Port-Louis. Le roi de France Louis XIV autorise la Compagnie des Indes à y construire des infrastructures. C'est la naissance de la ville de Lorient. C'est un peu obscur en réalité, c'est-à-dire que le choix définitif est assez peu compréhensible. C'est totalement contre-intuitif d'imaginer que ce petit lieu sorti de rien va devenir le cœur battant du commerce de la France avec l'Asie. David Plouvier est maître de conférences en histoire moderne à l'université de Nantes. Il est spécialiste de l'histoire de la construction navale et des ports au XVIIe et XVIIIe siècle. La Compagnie des Indes françaises n'a pas fonctionné immédiatement. En réalité, il y a un long moment pendant lequel le commerce avec l'Asie va être très compliqué. Dans cette époque du XVIIe siècle, vraiment jusqu'aux années 1720-1730, on a affaire à des installations qui sont des installations, somme toute, extrêmement modestes, extrêmement précaires. Dans cet épisode, vous allez nous décrire cette création de Lorient autour d'abord d'un chantier naval au service de la Compagnie des Indes, mais aussi la façon dont guerre et commerce s'imbriquent à cette époque. La Compagnie des Indes orientales françaises est créée en 1664 sous l'impulsion de Jean-Baptiste Colbert. Il s'inspire en cela des compagnies portugaises, anglaises et néerlandaises. Alors effectivement, c'est vrai que quand Colbert met en place sa politique commerciale et militaire très volontariste dans les années 1660, il hérite de la politique de Richelieu, mais il hérite aussi au niveau européen d'une histoire qui a plus d'un siècle et demi. Il faut revenir au XVe siècle, et notamment au temps des Ibériques. L'expansion européenne, elle se caractérise par une rivalité entre l'Espagne et le Portugal dans un premier temps, mais il est très clair que face à ce qui se joue entre les Ibériques, les autres puissances européennes ne sont pas simplement spectatrices. D'abord, et on a souvent tendance à l'oublier, toutes les puissances européennes financent les expéditions ibériques. Les équipages des navires espagnols et portugais sont transnationaux aussi. Et puis, bascule à la fin du XVIe, XVIIe siècle, avec la création, cette fois, et c'est ce qui va véritablement changer la donne, des deux grandes compagnies de commerce. D'abord, la compagnie anglaise en 1600, puis en mars 1602, la compagnie néerlandaise, la VOC, qui vont avoir une politique très agressive à l'égard des Ibériques. Il suffit par exemple de regarder le travail de la VOC néerlandaise dans l'océan Indien. À partir de 1596, vous avez les premiers navires néerlandais qui arrivent dans l'océan Indien. Il faut à peine 30 ans pour que l'ensemble du réseau de comptoirs portugais soit quasiment totalement démantelé. On a là affaire à une puissance néerlandaise qui va faire irruption dans cet espace et qui va s'imposer. Pourquoi ? Parce que, économiquement, ce sont des compagnies qui sont devenues extrêmement puissantes. Puissantes parce qu'elles ont un actionnariat très large, en réalité. C'est ça qui véritablement fait la différence et qui leur donne ces moyens matériels absolument hors du commun. C'est qu'on a affaire à des compagnies qui sont pas simplement financées par un actionnariat qui vient du monde négociant, du monde de l'armement. On a aussi des petits porteurs qui vont investir, c'est notamment le cas de la VOC néerlandaise, et donc ce qui va lui donner évidemment toute sa puissance au XVIIe, mais encore au XVIIIe siècle. Alors, si on revient sur nos Français ne sont pas du tout passifs à l'égard de tout cela. Et ces activités-là sont imbriquées avec la guerre. Il s'agit d'une conquête de terre et de pouvoir à travers ce grand commerce. Alors que l'accent a longtemps été mis sur une vision très aventurière, je dirais, positive, quasi héroïque de cette expansion. Alors c'est vrai, c'est-à-dire qu'effectivement, le doux commerce, pour reprendre l'expression, n'est plus perçu tout à fait de la même manière. Beaucoup d'historiens ont revisité cette histoire de l'expansion européenne. Il faut tout de suite avoir cela à l'esprit. Cette politique commerciale, elle est nécessairement porteuse d'une dimension guerrière. La création de monopoles commerciaux implique d'une part de devoir combattre d'autres compagnies européennes, ça c'est très clair, qui envisagent la même chose que vous, c'est-à-dire de s'octroyer le monopole commercial dans une zone géographique, dimension guerrière aussi à l'égard des pouvoirs locaux.
puisque ces compagnies européennes, et les compagnies françaises ne font pas exception, vont se comporter évidemment de façon assez brutale à l'égard des pouvoirs locaux et notamment de tous les pouvoirs qui sont présents dans l'espace indien notamment. En 1664, la France de Louis XIV et de Colbert souhaite donc prendre plus concrètement sa part du gâteau dans ce commerce, en créant les compagnies des Indes orientales, c'est celle qui va nous intéresser, et occidentales, c'est celle des Amériques. Nous aurions, par notre déclaration du mois d'août 1664, formé une compagnie puissante de nos sujets de toutes conditions pour faire le commerce des Indes orientales, à laquelle nous avons donné, concédé et octroyé en toute propriété, justice et seigneurie, l'île Dauphine, ci-devant Saint-Laurent et auparavant de Madagascar, les îles circonvoisines, forts et habitations qui peuvent y avoir été détruits, avec pouvoir de naviguer et de négocier, à l'exclusion de tous nos autres sujets, depuis le cap de Bonne-Espérance jusque dans toutes les Indes et mers orientales. Si l'inspiration est celle des compagnies anglaises et néerlandaises, il y a tout de même des différences importantes. Vous nous l'avez dit, la force de la VOC néerlandaise, c'est son actionnariat très large. On dirait aujourd'hui qu'elle est détenue par des intérêts privés, quand la compagnie française de 1664 est une compagnie, qu'on pourrait dire publique, très centralisée, et gérée directement depuis Paris par la monarchie. Exactement, c'est vrai que Colbert imite les modèles anglais et néerlandais, mais en réalité les imite de loin d'une certaine manière, parce que quand on regarde la composition de l'actionnariat, les choses sont un peu différentes. Dans le cas de la plupart des compagnies européennes, à commencer évidemment par la compagnie anglaise et néerlandaise, le pouvoir octroyait une charte à un groupement de négociants et d'armateurs qui prévoyait l'exploitation commerciale d'un espace donné pour une durée donnée. On parle aussi de compagnie à charte, l'expression vient de là. Rien de tel pour la France. Et on le voit immédiatement dès le moment où les premières compagnies de commerce vont être installées sous Richelieu. Il n'y a même pas besoin d'attendre Colbert. On a affaire à un actionnariat qui est dominé par le souverain, la famille royale et la cour. En 1664, dans le cadre de la Compagnie des Indes française, Louis XIV et la famille royale souscrivent à près de 65% de l'actionnariat quand les négociants ne possèdent que 16% du capital. On a affaire à des négociants qui sont très méfiants à l'égard de cette compagnie publique et donc qui vont très peu investir. Il s'agit d'emblée de compagnies, on le voit bien, dont le ressort et l'organisation sont publics, essentiellement. À la différence, encore une fois, des modèles anglais et néerlandais. Donc je le disais tout de suite, méfiance du monde économique, méfiance du monde de l'armement, du négoce. Et donc de fait, et c'est bien ça tout le problème, le problème est dès la fondation, la compagnie française ne possède pas la base actionnariale de ses concurrentes, clairement, et corollaire, la capacité d'action de la compagnie des Indes orientales françaises est très vite, dès l'origine, en réalité extrêmement limitée. Alors, pour comprendre le problème, je crois qu'il faut que vous nous expliquiez comment fonctionne ce commerce, et vous insistez notamment dans vos travaux sur le fait qu'il faut disposer de relais tout au long du trajet, et c'est toute une structure qui ne se crée pas en quelques mois, j'imagine. Et oui, et quand on évoquait le fait de disposer d'une base actionnariale très large, et donc d'avoir des capacités, des leviers de financement très importants, c'est en partie pour supporter ce voyage. Quand vous êtes un Européen, s'engager sur un navire qui va faire du commerce avec l'océan Indien, c'est partir entre 18 et 20 mois. Donc évidemment, pendant 18 à 20 mois, vous avez fait la dépense, vous avez armé votre navire, vous avez mis un équipage dessus, vous avez avitaillé, vous avez mis l'eau nécessaire, mais si le navire ne revient pas, c'est une perte sèche. Et donc, pendant 18 à 20 mois, il faut être capable de supporter cet investissement. Et donc, sur le voyage qui sépare l'Europe de l'Asie, vous avez tout un tas de lieux où l'on va pouvoir faire une halte pour refaire de l'eau, reprendre de l'alimentation, réparer le navire aussi. Ça nécessite donc un réseau, une armature portuaire d'escale qui est extrêmement complexe. Donc on a affaire à un élément qu'il faut intégrer et que les grandes compagnies intègrent très rapidement, c'est la logistique. C'est une armature qui, côté français, va prendre du temps à mettre en place.
Si on part de la fondation de la Compagnie des Indes en 1664, l'ensemble du réseau d'escales nécessaire pour que le voyage soit le moins pénible possible n'est pas totalement opérant en réalité avant les années 1720-1730. Pour un certain temps pour que les comptoirs sur la côte africaine, mais également les mascareignes qui vont s'équiper progressivement, puis ensuite les comptoirs en Inde, soient totalement équipés et puissent accueillir les navires des compagnies le moins mal possible, parce que c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que ça n'est pas une sinécure quand même ce voyage-là. Un acte du roi Louis XIV précise le fonctionnement de la nouvelle compagnie. Nous aurions ordonné qu'il serait établi une chambre en notre bonne ville de Paris, composée de nombre de directeurs, gens notables, de probité et capacité, des officiers de notre cour, de notre conseil, de nos compagnies souveraines, de nos finances et de nos principaux marchands, la nomination desquels aurait été faite en notre présence, par les intéressés en la dite compagnie de 6000 livres et au-dessus. Je le disais, la compagnie est dirigée depuis Paris, mais assez vite il y a la volonté de s'installer sur le littoral. La question c'est où sur tout ce littoral ? C'est clairement pas l'Orient qui est visé dans un premier temps. En 1664, Colbert fait visiter le littoral atlantique pour trouver des sites favorables à l'installation de nouveaux ports. L'idée, c'est pas nécessairement de trouver un port d'attache pour la Compagnie des Indes. L'idée, c'est surtout de trouver des lieux qui vont permettre de fonder des ports de commerce. Pour l'instant, on n'a pas une idée très claire de l'issue de cette enquête, si vous voulez. L'idée, c'est de faire une reconnaissance du littoral. Les résultats de l'enquête de 1664, ils tombent sur le bureau des administrateurs de la compagnie qui sont précisément à la recherche d'une rate convenable pour accueillir cette compagnie qui vient d'être créée. En gros, on a besoin d'un chantier de construction, construire les navires, les entretenir, les armer, accueillir les cargaisons venues d'Asie. Et donc, on a besoin d'un port le plus facile possible pour réaliser ces opérations. Contre toute attente, c'est pas l'Orient du tout qui est choisi dans un premier temps, c'est Paimboeuf. On est à la terminaison de l'estuaire de la Loire. C'est l'avant-port de Nantes, si vous voulez. C'est un port qui n'est pas un port facile non plus, parce qu'il n'est pas en eau profonde, mais c'est vrai qu'il est à la terminaison du bassin ligérien. Et ça, c'est vraiment un avantage, parce que la Loire, ça couvre à peu près 1/5 du territoire français avec ses affluents. Ça draine énormément de matières premières. Si Paimboeuf est pressenti dans un premier temps, c'est pas du tout là non plus que ça va se poser. C'est finalement sur la rade de Port-Louis, du côté du futur Lorient, que finalement le site est choisi. Alors c'est un peu obscur en réalité, c'est-à-dire que le choix définitif est assez peu compréhensible, sinon que c'est peut-être l'une des explications les plus plausibles. Le duc de Mazarin est gouverneur de Port-Louis à cette époque-là. C'est aussi l'un des actionnaires de la Compagnie des Indes qui vient d'être créée. Donc l'idée, c'était peut-être de faire en sorte que cette compagnie s'installe dans cet espace. En conséquence, très vite, une déclaration du roi de mai 1666 autorise donc la compagnie à s'installer au Port-Louis, comme l'on dit à l'époque, en réalité sur une lande inoccupée. Il se trouve que le lieu le plus propre et commode pour l'établissement de la dite compagnie est le Port-Louis et le Fawédic et quelques autres lieux des environs. À ces causes, voulant donner des marques à la dite compagnie de notre bonté paternelle pour nos sujets intéressés et que nous voulons par tout moyen prouver l'avantage et l'utilité de son commerce, nous avons, par ces présentes signées de notre main, permis et permettons à la dite compagnie de faire son établissement aux dits lieux de Port-Louis, de Fawédic et autres des environs le long des rivières d'Hennebon et de Pont-Scorff. C'est le véritable acte de naissance de la ville de Lorient. Alors pas tout à fait de la ville de Lorient dans un premier temps, c'est d'abord un chantier naval qui va se mettre en place, mais le noyau de la ville de Lorient va naître de cet espace-là en réalité. Le site a des avantages, mais il a aussi beaucoup d'inconvénients. Au rang des avantages, la rade est très étendue, ça c'est très clair, elle va pouvoir accueillir des navires de gros tonnage. Son entrée est protégée par 2 îles, l'île de Groix et l'île de Belle-Île, sur lesquelles on va pouvoir mettre en place des outils de protection pour faire en sorte que la rade soit la moins accessible possible.
Sur ce fameux lieu-dit du Féandic, on a affaire à des pentes douces qui vont vers la mer. Et l'avantage, c'est un peu technique, mais quand on envisage de mettre en place un chantier naval, il faut disposer de ces pentes qui permettent d'aller vers la mer pour lancer les navires. Mais il faut que le terrain soit le moins meuble possible, parce que quand vous avez un navire de 700-800 000 tonneaux, il faut éviter évidemment qu'il s'enfonce dans le sol. Pour le coup, là, tout est réuni. Ces avantages sont intéressants, mais face aux inconvénients, c'est quand même assez redoutable. Pas de grand port à proximité. C'est-à-dire que ce chantier naval de la Compagnie des Indes, qui va donner lieu à la ville de Lorient, il va naître dans un espace où il n'y a pas de maillage urbain. Vous vous apprêtez à fonder une compagnie commerciale qui va drainer les matières que l'on va acheter dans l'espace asiatique, mais qui vont être revendues dans un espace où il n'y a pas de réseau urbain, et ça pose évidemment beaucoup de problèmes. La ville la plus proche à l'époque, c'est Nantes, et c'est d'ailleurs à Nantes, pendant toutes les premières années d'existence de la Compagnie des Indes, c'est à Nantes où les produits asiatiques vont être vendus en réalité, c'est-à-dire transbordés à l'Orient, puis ensuite envoyés à Nantes. Il faut envisager un transbordement extrêmement difficile, notamment avec toute la porcelaine asiatique. Il y a beaucoup de casse, c'est vraiment extrêmement compliqué. Mais dans un premier temps, c'est comme cela. Il n'y a pas de grande ville, pas de réseau urbain, pas de commerce en réalité, et donc ça pose un problème. Vous nous l'avez dit en introduction, les débuts de cette première Compagnie des Indes sont très timides. La ville se développe au même rythme que la compagnie ? Dans un premier temps, il faut quand même envisager quelque chose qui est assez rudimentaire, c'est le moins que l'on puisse dire. Après ce fameux acte de 1666 qui fixe donc l'installation de la Compagnie des Indes sur ce lieu, vous avez le directeur de la compagnie, Denis Langlois, qui va commencer à installer les infrastructures qui vont permettre de construire les navires. On le disait, la pente douce vers la mer, l'espace permet d'installer un chantier naval. Les travaux débutent immédiatement pour le coup. C'est vrai que dès l'année 1666, on s'y met. On commence notamment par empierrer le site, c'est très important. Il faut faire en sorte qu'on puisse circuler sur cet espace-là et que ce soit le plus facile possible. On construit les premiers bâtiments, on achète le bois, on fait venir la main-d'œuvre aussi. Vous êtes dans un espace où il n'y a pas de main-d'œuvre au départ. Donc on va faire venir une main-d'œuvre qui est une main-d'œuvre bretonne essentiellement, de charpentiers, de calfa, qui vont venir travailler sur place. On a affaire à des installations qui sont des installations, somme toute, extrêmement modestes, extrêmement précaires. Certes, ça permet de mettre en chantier des navires, mais des navires de tonnage quand même relativement moyen. On a un contre-exemple en 1667 qui est le lancement d'un lourd vaisseau de 1000 tonneaux, le Soleil d'Orient. Certains historiens affirment que c'est à partir du lancement de ce navire-là que le site va s'appeler l'Orient d'ailleurs. Mais en dehors de ce lourd vaisseau de 1000 tonneaux, les infrastructures ne permettent pas de lancer des navires de gros tonnage. Par ailleurs, je vous le disais tout à l'heure, sur une liaison qui dure de 18 à 20 mois, on attend le retour des premiers navires envoyés aux Indes. Et il se trouve que précisément le premier navire envoyé, le Saint-Jean-Baptiste, il met du temps à revenir. C'est-à-dire que le voyage est anormalement long. Et donc à un moment donné, on estime que la compagnie risque de faire faillite. Il faut attendre véritablement le retour du Saint-Jean-Baptiste en janvier 1669 pour qu'enfin on se dise, voilà, on a une marge de manœuvre financière, on a une rotation qui commence à s'installer, mais on n'est évidemment pas du tout à la hauteur de la compagnie néerlandaise ou de la compagnie anglaise, pour qu'on en soit à attendre un navire pour espérer continuer à faire fonctionner la compagnie, c'est vraiment effectivement qu'on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Nous parlions des liens entre guerre et commerce tout à l'heure, et les guerres s'enchaînent justement dans les années qui suivent, ce qui n'a sans doute pas dû aider le développement du chantier naval de l'Orient. Clairement, la fin du règne de Louis XIV est marquée par un cycle de guerre qui perturbe considérablement le commerce, et notamment le commerce maritime, puisque ça n'était sans doute, en tout cas moins le cas avant, mais avec la guerre de la Ligue d'Augsbourg, on entre clairement dans un conflit qui est un conflit maritime au sens plein du terme, c'est-à-dire non seulement maritime, mais mondialisé aussi. Tous les espaces coloniaux des métropoles européennes sont touchés par la guerre. Le site de l'Orient va très vite être utilisé pour la marine de guerre et moins pour la Compagnie des Indes.
Ça aussi, c'est un élément intéressant à souligner. Cet enclos de la Compagnie des Indes, à partir des années 1680, va surtout servir à la marine de guerre. C'est assez facile, c'est-à-dire que les infrastructures qui ont été mises en place pour le chantier de la Compagnie des Indes sont assez facilement réutilisées par la marine. Vous nous l'expliquiez tout à l'heure, l'Orient n'est alors pas le seul port utilisé par la Compagnie des Indes, et c'est en 1731 que le choix est fait de tout centraliser à l'Orient. Cela explique l'accélération du développement de la ville ? Ça change évidemment la donne. À partir du moment où vous décidez que toute la construction, tous les armements, les retours de navires, les ventes de marchandises vont être opérés à l'Orient, évidemment, c'est un signe qui va permettre le décollage de la ville, et c'est tout à fait évident pour le coup. Alors c'est tout à fait évident, mais quand Ory décide en 1731 de dire « on va tout mettre à l'Orient et tout va se passer à l'Orient », il faut quand même imaginer que c'est une nouvelle qui est fraîchement accueillie. Il faut imaginer la tête des négociants de se dire on va devoir aller à l'Orient pour participer à la vente des produits venus d'Asie, alors que avant, effectivement, ça s'opérait à Nantes, par exemple. La première vente de la Compagnie des Indes à l'Orient, c'est 1734. Vous voyez, une compagnie, alors plusieurs fois refondée, mais une compagnie fondée en 1664, et bien voilà, la première vente, c'est 1734. Et donc à partir de là, naturellement, vous avez une ville de l'Orient qui va se développer parce qu'elle va devenir aussi la vitrine de ce commerce asiatique, de cette Compagnie des Indes. L'Almanach est une série produite par Bretagne Culture Diversité, proposée et réalisée par Antoine Gouritin. La musique originale est de Jeff Alluin. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes sur le site Bessedia et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater les prochaines publications. Retrouvez également la série sur le mur des podcasts de Ouest France et sur l'antenne de Radio Boa et des radios associatives et locales de la Corlab.